Le plus de frais, c'est dans les fonds et les assurances vie et aussi les SCPI. C'est vraiment si l'auditeur devait vraiment commencer quelque part, il devrait probablement regarder son assurance vie. Il devrait regarder. Et les frais sont à l'entrée et récurrents, c'est ça, en général. Si par exemple tu parlais tout à l'heure que tu vas payer quelqu'un dans le futur, demain je souscris une assurance vie, je vais peut-être payer des frais d'entrée pour l'assurance vie, pour les fonds qu'il y a dedans. Donc ça, c'est de l'argent qui est perdu à jamais. Et ensuite, chaque année, je vais payer des frais. Et une partie de ces frais, encore une fois, sur l'assurance vie et les fonds, une partie de ces frais va partir à la société de gestion et l'autre partie va partir à l'intermédiaire qui me les a vendus. Donc il va gagner chaque année sur mon dos, que ça marche ou que ça marche pas d'ailleurs. Il n'y a pas d'obligation de performance. Et donc la première chose à faire, c'est de regarder son assurance vie, son PEA, et d'aller enlever les fonds actifs. Salut, je suis Mathieu Stéphanie et je vous présente La Martingale, un podcast qui vise à explorer le monde de la finance personnelle pour comprendre comment gagner à tous les coups, qu'on ait 200 € par mois à investir ou 5 millions sur son compte en banque. On va pas se mentir, c'est un peu ambitieux, mais les faits sont là. Jusqu'à maintenant, j'ai pas pris le temps de m'intéresser à tous ces sujets et il est temps que ça change. Alors abonnez-vous, des éclairages gratuits, ça commence par là. C'est parti, on est dans la petite salle, le petit studio, on l'appelle le studio chez Cosa Vostra. Salut Mounir Lagoun. Bonjour. Mounir Lagoun est entrepreneur. Il a gagné mon respect immense très rapidement, en deux temps. Alors d'abord par son background, Mounir, je te l'ai dit, mais être passé chez Captain Trainline, qui pour moi est Enfin, j'adore l'UX, le design, la relation client, et c'est pour moi... quand t'es passé par là et que tu y as passé quelques années, non ? 4 ans. 4 ans, et que tu vois le succès, tu te dis c'est quand même une des meilleures écoles des 10 dernières années pour les start-upers. Donc voilà, tu gagnes déjà un petit grade, tu vois. Et du coup, après, quand on a échangé, on a été mis en relation par Simon Primac, que j'embrasse, Simon de Propriou. Et je me suis empressé, quand je te parlais en préparant cet épisode, d'essayer Finari. Donc Finari, je ne l'ai pas encore évoqué. Finari.eu. Tiens. Bon, le .com n'était pas dispo, j'imagine. Mais, exactement. Voilà. Finari.eu. Et là... ça n'a pas été un choc, mais pas loin quand même. J'ai trouvé que... Alors là, on a retrouvé la marque Trainline, ex-Trainline, tu vois, mais onboarding super, voilà. Tu vas me raconter ce que fait Finari, mais avant ça, je voudrais évoquer le sujet du jour, parce que c'est lié aussi à Finari. Tu sais que sur La Martingale, moi, j'essaye de comprendre tout. Et dans la finance, je trouve qu'il y a des zones un peu opaques, volontairement ou involontairement, mais il y en a. Et pourtant, pour être de temps en temps des deux côtés, tu vois, typiquement, on a créé une boîte qui s'appelle Fairshares, qui permet de vendre des actions en secondaire, d'avoir accès à des boîtes, des énormes boîtes, des futures licornes ou actuelles licornes en secondaire. Donc le secondaire, c'est des actions d'employés souvent ou d'investisseurs qui ont investi très tôt, qui vont les revendre dans le marché secondaire. Donc eux, ils ont acheté en primaire, ils ont acheté des actions sur des augmentations de capital. Ils le revendent en secondaire et nous, on s'occupe de les distribuer. Et on voit tous les frais qu'il y a là-dedans. Avocats, intermédiaires, parce qu'il faut avoir des labels AMF, etc. Tout ça, et en fait, tu vas prendre 5% de frais. Tu dis 5%, c'est beaucoup quand même. Hein. Et à la fin, nous, on gagne, mais 1%, enfin rien, en fait, peanuts, tu vois. Donc, je tiens juste à préciser qu'on va chercher à cacher les frais ou à les expliquer et les comprendre. Et c'est vraiment l'objectif aujourd'hui. Mais déjà, les chasser et les voir, les trouver, voir s'il y a des moyens d'en avoir. Ce que je veux dire, en plus, avant de te laisser la parole, c'est que c'est pas à charge contre plein de personnes qui ont des frais, parce qu'il est normal d'être rémunéré. De temps en temps, j'aime bien une rémunération fixe, finalement, plutôt que des frais opaques, ou alors des frais qui sont complètement assumés et mis en avant. Voilà. Ce que je trouve pas bien, et ce que j'aimerais chasser avec toi, c'est les frais cachés. Et voilà, donc on a parlé ensemble, comment chasser les coûts et les commissions cachées. C'est l'objectif du jour. 3 minutes 30 d'intro, c'est quand même beaucoup. Mounir, t'es d'accord avec mon agenda ? Je suis très d'accord, ouais. On peut y aller. Et alors, pourquoi tu es légitime là-dessus ? Alors, j'ai vu que tu avais déjà posté, mais c'est un peu l'objectif de Finari, entre autres, Finari.
Écoute, l'objectif de Finari, c'est de te permettre de voir l'ensemble de ton patrimoine dans un endroit, de pouvoir le suivre, de pouvoir l'analyser et ensuite de l'optimiser. Et donc, qui dit optimisation dit réduire les coûts. Et donc, c'est vrai que les frais, c'est pas notre cœur de métier, mais c'est quelque chose qu'on a regardé de très près parce qu'en fait, c'est une façon assez simple d'améliorer sa performance. Mécaniquement, en fait, quand on baisse ses frais, on améliore sa performance. Et comme tu l'as dit, c'est pas évident en fait de les débusquer. C'est pas évident de les comprendre. La finance, c'est un sujet qui est assez complexe. Et donc, nous, on met un coup de projecteur sur des frais très spécifiques qui concernent beaucoup de monde et qui ont un impact assez important sur la performance. Et donc, on pourra. Et je pense qu'il y a beaucoup de monde qui sous-estime l'impact et qui du coup perd de la performance, quoi. Et c'est potentiellement énorme. Alors on voit souvent, mais on se dit 1%, 2% finalement, on s'en fout. Mais en fait, quand ta performance elle est de 3 ou 4, tu vas bouffer la moitié de ta performance. Donc on va vite c'est dire que tu vas pouvoir dire que au bout d'un moment, 50% de ta performance, de ta plus-value potentielle a été bouffée par des frais que tu aurais pu potentiellement économiser de temps en temps, ou pas d'ailleurs. Mais il faut juste savoir, encore une fois, pourquoi. Et si tu prends certains cas, j'ai fait pas mal d'épisodes récents sur des SCPI. Typiquement, on a parlé des frais de 10% à l'entrée d'une SCPI. Certains les assument complètement. Hiroko, que j'ai fait venir ici, disent nous, on n'en a pas. D'autres vont dire nous, on en a, mais derrière, on n'a quasiment pas de frais sur la suite. D'après ce que j'ai compris, certaines SCPI vont prendre des frais qui sont pas du tout visibles en surface. Mais sur la gestion locative, par exemple, ou des choses comme ça. Donc toi, à la fin, on te dit, la performance, elle est un peu moins bonne, mais en fait, c'est juste qu'il y a eu beaucoup de frais qui ont été pris. C'est hyper complexe à voir. C'est écrit dans des textes très complexes, mais vous les lisez, tous ces textes? Comment vous faites? Alors nous, on est une entreprise technologique. On n'est que des développeurs aujourd'hui. Et donc, on est une plateforme qui va restituer de façon très simple une information qui est assez complexe à avoir. Et donc, on a énormément de sources de données. Et donc, très concrètement, aujourd'hui, sur Finari, on peut venir connecter tous ses comptes. Et si on veut connecter son assurance vie, c'est possible. On la connecte et nous, derrière, on va regarder ce qu'il y a dedans et on va analyser les fonds, parce que c'est les fonds, en fait, qui cachent le plus de frais. Et on va pouvoir dire en un instant... les fonds d'investissement. D'accord. Donc, en fait, les fonds d'investissement, les frais, il faut les voir comme un millefeuille. Il y a plein de niveaux de frais. Tu as parlé des frais de souscription. J'achète une assurance vie, j'achète une SCPI. Il y a un frais de souscription. Ou pas, d'ailleurs. C'est mieux qu'il n'y en ait pas. Ça, ça peut aller de 2, 3 à 10%. Une SCPI, c'est souvent 10%. Ouais. Ensuite, il y a des frais de gestion. Tous les ans, je vais payer un frais pour la gestion de mon fonds, de ma SCPI. Souvent, c'est 2%. C'est un peu c'est 2, 3%. Ouais. Ça peut être beaucoup plus pour des SCPI. Mais bon, c'est de l'argent aussi qui est perdu. Et ensuite, si cette SCPI ou ce fonds, il est logé dans une assurance vie, je vais payer des frais aussi, frais d'enveloppe. Et donc, tous ces niveaux de frais s'additionnent. Et comme tu as dit tout à l'heure, en fait, quand tu regardes, j'ai un exemple tout bête, c'est que si tu mets 100 000 euros ou 10 000 euros sur un PEA, tu n'investis que dans un ETF qui a des actions. Alors, PEA, plan épargne action. Ça se trouve dans toutes les banques. Ça se trouve dans toutes les banques. Moi, on m'a dit récemment, je crois, tout à l'heure, tu me parlais de Pierre Chapon de Préto, que j'ai reçu ici 1 ou 2 fois, qu'on aime beaucoup, tous les deux. Salut Pierre. Et lui, il m'a dit typiquement... PEA, je vais faire de la pub, mais il y en a plein d'autres, mais notamment chez Bourseau, tu as des PEA très très faible coût, c'est ça, très faible. Gratuit. Ouais, gratuit. En fait, t'as pas de frais de garde, t'as pas de frais d'ouverture. Tu vas payer pour acheter un titre, un fonds, mais c'est très faible en fait. Et donc le PEA, le principe, c'est que tu peux venir loger des actions et des fonds dedans, et vu que c'est à très faible coût, c'est très très intéressant. Et donc dans un PEA, tu peux venir mettre un ETF qui est en fait un fonds indiciel. Donc ETF, tu connais l'acronyme ou pas? C'est Exchange Traded Fund. Donc tu vas dire par exemple, je voudrais le CAC 40. Par exemple. Typiquement. Ok, voilà. Le CAC 40, le S&P 500, le Nasdaq 100, ce que tu veux. Et juste pour comprendre, parce qu'il y a les ETF... qui sont où t'as exactement ça, c'est vraiment t'as un bout des 40 entreprises du CAC 40 sur l'ETF, c'est ça, et il y en a qui reproduisent les ETF mais qui sont pas exactement des ETF, c'est exactement ça. En fait, c'est la petite pirouette qu'ont trouvé les gérants d'actifs. En fait, le PEA, tu peux que venir loger des titres européens. Donc tu pourrais pas investir dans des actions américaines. Et donc, tu pourras pas faire ce que tu viens d'écrire, la réplication physique. Tu peux pas acheter tous les titres du S&P 500, vu que c'est pas compatible avec l'enveloppe.
Du coup, ce qu'ont trouvé les gérants d'actifs, c'est qu'ils font de la réplication synthétique. Et donc, via un mécanisme de swap de produits dérivés, ils vont réussir à s'exposer à la performance d'un actif qui est coté sur un marché hors d'Europe. C'est-à-dire que tu pourrais acheter un truc qui ressemblerait à Google en termes par un mélange, ça c'est quand même fou, un mélange d'actions et de choses que tu peux loger dans un PEA, donc européen, voilà. Ils vont reproduire exactement le prix de l'action Google. Ils vont échanger la performance en fait du S&P 500 par exemple, ouais. où Google est logé, contre quelque chose d'autre. Et donc c'est juste un mécanisme financier, mais au final pour l'investisseur ce qui compte c'est que toi, tu es exposé au S&P 500, donc tu as la performance du marché américain. Et ça, l'intermédiaire te l'a garantit. Si jamais lui, il déconne sur son calcul, c'est tant pis pour lui. Alors, il y a toujours un risque de contrepartie, mais bon, c'est un risque qui est très faible. Et aujourd'hui, les ETF, c'est quelque chose qui est très gros. Et ce qui est intéressant, pour parler des frais, c'est que les ETF, tout le principe des ETF, c'est qu'ils parlent des marchés efficients, en fait. Les gérants d'ETF, les gens qui investissent dans les ETF, disent « Moi, je ne sais pas battre le marché. » Et donc, je vais juste acheter le marché et ça va être très peu cher. Ça va coûter 0,20%, 0,30% par an. Par an, ok. Par an, à l'investisseur. À l'inverse, il y a une autre école qui s'appelle la gestion active et là, c'est l'inverse. C'est un gérant qui va dire, moi, je vais battre le marché. Je vais battre le CAC 40. Je vais battre le S&P 500. Je vais prendre des positions, je vais acheter du total, je vais surpondérer LVMH. Et à la fin de l'année, je vais prendre plus de frais parce que j'ai une équipe d'analystes, j'ai du marketing, j'ai un salaire, j'ai des frais de structure qui sont beaucoup plus lourds. Et donc... Oui, donc il y en a un qui est passif, donc c'est-à-dire il se dit, typiquement, alors je vois des indices, moi que je vois sur eToro par exemple, ou des choses comme ça, qui peuvent être... alors est-ce que c'est un indice, je sais pas, ce qu'ils appellent les copies portfolio ou les trucs comme ça, qui vont être toute la health tech ou toute la vaccine tech. Et puis en fait, ils investissent dans tout, ou même virtuellement via des ETF, parce que j'imagine que ce sont des ETF, dans toute la vaccine tech. Et tu vas suivre les voilà. Si t'avais en gros, ça c'est fait automatiquement. C'est de la machine entre guillemets. Donc il y a peu de frais puisque tu développes. Et en face, t'as des fonds qui vont avoir leurs sales, leurs traders, leurs analystes, leurs machins, leurs trucs. Ils disent moi tous ces gens en plus ils sont très bien payés. Faut les payer. Donc tout ça, ça coûte 5% par an. Enfin, ça coûte de l'argent et donc ils vont prendre de l'argent ils vont facturer un frais qui va être 2-3%. Ok. Le problème de ça, c'est que ça, ce serait très bien si ces gérants actifs arrivaient à battre le marché. Sauf que dans les faits, il y a très peu de gérants actifs qui arrivent à faire mieux que le marché. C'est-à-dire que chroniquement, en fait, ils sous-performent année après année le marché. Quand je parle du marché, c'est par exemple chaque gérant a un indice de référence. Et tu dis pardon, il sous-performe. Donc oui, je reformule. T'allais dire si l'indice de référence est le CAC 40, chroniquement ils vont sous-performer le CAC 40 sur 10 ans, 20 ans, ils seront moins bons. Mais ils seront moins bons avant même les frais ou net de frais? Les deux en fait. Souvent c'est les deux. Alors net de frais c'est sûr, c'est sûr. Enfin, c'est très peu probable de battre le marché parce qu'en fait c'est simple, si tu payes 2% de frais, au début de l'année, le gérant il a déjà une performance négative. Donc il va falloir qu'il fasse au moins mieux que ça. Sauf que le marché, sur une très longue période, en fait, on se rend compte que les mouvements sont presque aléatoires. Et donc, il n'y a pas de magie. Et je pense que nous, c'est très humain de vouloir croire que il y a ce gars qui est un visionnaire, il a compris le marché, il le sent le marché. Il y a des gens qui arrivent à battre le marché. Il y a un fonds qui s'appelle Rentech, Renaissance Technologies. Ils font une performance moyenne supérieure à 40% par an. Mais bon, c'est un fonds. C'est un fonds d'ailleurs qui est fermé aux investisseurs. Et ils ont d'autres fonds dans leur gamme qui, eux, sous-performent le marché. Donc, mais ça, c'est un fonds. Et ça, c'est une technique très particulière. La plupart des gérants n'y arrivent pas. Et il y a une étude qui est très intéressante qui s'appelle l'étude Spiva, qui en fait compare les fonds actifs et les fonds passifs chaque année. Et ils font un espèce de panorama. Et on pourra peut-être donner le lien. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a la plupart des gérants n'y arrivent pas. Et mais par exemple, Warren Buffett, avec son fonds qui s'appelle Berkshire Hathaway, il surperforme lui aussi, non? Berkshire, c'est une boîte cotée au S&P 500. Donc si tu achètes le S&P 500, tu achètes du Warren Buffett. Okay. Et donc, tu as deux options. C'est soit tu dis j'achète le marché, j'achète un ETF, je paye pas de frais parce que je sais que ma capacité à sélectionner le bon gérant qui va battre le marché, la probabilité est assez faible. Ou alors je cherche un gérant qui va le battre. Mais statistiquement, tu es perdant dans 95% des cas. Et c'est vraiment 95%. C'est-à-dire que il y a certains marchés, sur 20 ans, il y a aucun gérant qui a réussi à battre son indice. Et donc, ce qu'on fait notamment chez Finari, c'est que quand tu connectes ton portefeuille, on va te dire
voilà les frais que tu payes chaque année, et voilà l'impact que ça va avoir sur 20 ans, sur 30 ans. Et je pense que la plupart des auditeurs investissent sur le long terme. Et donc, ce que nous, on a fait, c'est qu'on a une courbe qui montre que les frais, c'est comme les intérêts composés. Les frais, en fait, viennent manger le capital année après année. C'est quoi la différence entre les frais et les intérêts composés ? C'est en fait le mécanisme des intérêts composés, c'est de dire que tu as un capital, tu vas faire une performance, et en fait, cette performance va être réintégrée au capital l'année d'après. Et donc, si tu fais la même performance, si tu fais 7% par an, année après année, ça accélère très fort. Ouais, très bien. Mais ça marche dans l'autre sens aussi. Si tu as 2% de frais, tu perds 2%, et donc on va te manger en fait ton capital année après année. Et donc, un exemple tout bête, c'est que sur si tu mets 100 000 euros dans un fonds qui investit uniquement en actions, qui fait un rendement de 7% par an, après 30 ans, en fait, tu auras 700 000 euros. Et si tu es sur un ETF, tu vas payer 0,3% par an, donc 100 000 euros au bout de 30 ans. Il te restera 600, c'est ça ? Il te restera 600. Okay. Si tu es sur un fonds actif, tu vas payer 2% de frais par an. Ça semble pas énorme, sauf qu'au bout de 30 ans, en fait, tu seras à 430, il te restera 330 000 euros, pardon, et 430 000 seront partis dans les frais. Pour la même chose. Donc tu te dis, j'aurais toujours fait x3, mais en effet, te dire que tu aurais pu faire x7, c'est un peu rageant, quoi. Ouais, je pense que c'est un des mécanismes. Tu parlais tout à l'heure de l'honnêteté. Je pense que c'est pas de la malhonnêteté, c'est juste qu'on met souvent en avant sa performance absolue. On a fait plus 10, on a fait plus 20, c'est super. Mais ce qui compte, c'est la performance relative. Parce que si tu peux avoir la même chose pour moins cher, il n'y a aucun intérêt à partir sur un fonds actif. Et donc, mettre un grand coup de projecteur là-dessus, au final, c'est aussi de rendre de la performance aux investisseurs. Et c'est un levier hyper facile. Alors, ce qui est super chouette, tu disais voir ton patrimoine, ce qui est un des objectifs de Finari. J'ai presque été choqué, quoi. Quand tu arrives, tu peux connecter 1 million de trucs, donc tes comptes, alors toutes les banques, j'imagine, en France, BNP, Soggen, en Europe, Crédit Agricole, etc., etc. Bon, tout, les banques en ligne, des choses comme ça. Tu peux ajouter ton patrimoine immobilier, donc combien ça coûte, tu peux mettre le solde du crédit que tu as, c'est ça, j'imagine? Ouais, exactement. Ça, c'est pas pris automatiquement, sur ton compte? Ça dépend des banques. Des fois, on y arrive, des fois, on n'y arrive pas. Okay. Mais si on y arrive, on est capable t'importes ton emprunt et on peut te dire, voilà, il te reste 200 mensualités à payer, ta mensualité, elle est comme ça. On va même d'ailleurs te dire combien d'argent tous les mois part en intérêt, combien part en assurance. Donc ça aussi, c'est une opportunité d'économiser sur quelque chose, parce que l'assurance emprunteur, c'est un coût assez énorme. Et généralement, la banque va un peu charger la barque sur l'assurance. Et bon, maintenant, on peut sortir très facilement d'une assurance emprunteur. Donc ça aussi, et c'est assez marrant. On a regardé en travaillant sur ce sujet, on a beaucoup regardé de tableaux d'amortissement et d'échéanciers. On s'est rendu compte qu'en fait, l'assurance était toujours sur un autre papier. Et donc, alors, les banques vont certainement dire qu'il y a une très bonne raison, mais je pense aussi que c'est parce que elles veulent mettre ça un peu à part. Et donc, là, ça, en fait, effectivement, on permet de voir ça. Et donc, vu que tu as tes actifs d'un côté et ton passif de l'autre, tu peux voir ton patrimoine net, ce qui est une notion qui est hyper importante. C'est hyper important et tu peux y ajouter plein de choses. Ce que tu m'expliquais en amont, du coup, c'est que vous cherchez plutôt à aller, pas complexifier, mais en tout cas trouver être capable de proposer ça pour des patrimoines très complexes. En fait, c'est un peu comme ce super outil que devrait avoir ton banquier ou ton conseiller en gestion de patrimoine pour te dire, regarde ton patrimoine là, à l'instant T, c'est ça. Il y a tout dedans. Exactement. Il y a, je sais pas, si je prenais, alors, moi, je sais pas, j'ai pas encore commencé, mais je vais commencer du NRFIP que j'ai reçu ici récemment, via un PEA. C'est aussi pour ça que j'ai changé aussi mes banques sur les PEA pour avoir moins de commissions. Tu peux connecter NRFIP? Je pense pas encore, si. Faudrait que je regarde. Je t'avoue que je connais pas toutes les banques encore. Tu vas avoir, en effet, tes banques, idéalement tes comptes sur tes différents trucs de trading. Tu peux mettre un Coinbase, par exemple? Tu peux mettre un Coinbase, voilà. Binance, voilà. Donc tu vas avoir tes cryptos, tu vas voir tout ça et donc tu peux avoir tes performances, augmentation, baisse tous les jours, mensuels, tous les jours. Tous les jours, à l'instant T, tu peux voir exactement combien tu es en train de gagner ou de perdre aujourd'hui. Ouais, donc c'est assez fantastique et ça, des trucs qui bougent tout le temps ou trucs qui bougent nettement moins, quoi. Ton patrimoine IMO. Voilà, l'IMO, ça va moins bouger. Et l'IMO, tu mets à jour quand même en fonction des prix du quartier, de choses comme ça? Alors l'IMO, on est en train de faire une énorme mise à jour et donc on va aller à un niveau de précision sur l'estimation qui est énorme puisqu'en fait, on va
on va pouvoir aller de façon aller très loin. Et donc, concrètement, on va pouvoir te demander la qualité de ton vitrage parce que c'est un facteur important. Et effectivement, on pourra te dire l'évolution du marché. En fait, on utilise derrière un outil qui est utilisé par des gérants professionnels. Et c'est un peu ça, finalement, la mission de Finari, c'est de mettre à disposition d'investisseurs comme toi et moi, des gens qui sont pas des professionnels, des outils qui sont sophistiqués, mais de façon très simple. Et tu parlais de Trendline, bon voilà. Finari, je pense pas que ce soit compliqué à utiliser, c'est même l'inverse. Mais pourtant, la technologie qui est derrière, elle est assez puissante. Et donc, effectivement, on suit l'évolution des prix de l'IMO. On est même capable de calculer la rentabilité si c'est un bien locatif. On est capable de calculer le cash flow, le TRI. Enfin, c'est des notions assez avancées, mais qui intéressent les investisseurs qui ont envie de prendre leur patrimoine en main. Je pense que c'est nécessaire. En fait, on peut pas améliorer ce qu'on ne suit pas. Et donc, c'est un peu toute notre thèse. C'est vraiment hyper intéressant. Et alors, ce qui est drôle, c'est de voir, en effet, parce que même sur toutes ces plateformes, en fait, de crypto, etc., c'est pas toujours clair ce que tu payes. Non, pas du tout même. Ouais. Et tu peux aller jusqu'à être connecté à des... Parce que pour les cryptos, il y a des plateformes qui te permettent de les acheter indirectement. Il y en a sur lesquelles tu peux avoir vraiment tes propres cryptos. Ça, ton wallet, tu te connectes à des wallets ? Tu peux connecter ton wallet. En fait, si par exemple tu as un Ledger, qui est une très belle entreprise française, en fait, tu vas stocker ton argent sur un Ledger et derrière, ça va être sur des adresses Ethereum, Bitcoin, etc. Et donc, tu peux venir connecter ces adresses-là sur Finari. Et je pense que c'est... Tu vois, tout à l'heure, tu parlais de ton patrimoine qui est complexe et je pense que c'est ça notre constat qu'on a fait, c'est que on peut pas ignorer une partie du patrimoine. Et aujourd'hui, il y a beaucoup si on va voir une banque, on va leur dire j'ai de la crypto, ils vont dire ça on sait pas faire, ça nous intéresse pas, c'est dangereux, etc. Mais c'est une réalité. Donc nous, on a fait ce travail-là parce qu'on fait partie de cette génération qui a investi là-dedans. Et à mon avis, les banquiers vont tous se connecter sur Finari bientôt pour connecter leurs clients pour leur dire voilà où est ton patrimoine aujourd'hui. Ce sera le plus simple pour eux. Non, c'est super intéressant parce qu'en effet. Tu ajoutes donc toutes ces couches. Moi, je te disais, en fait, là où moi, mon patrimoine, il est complexe, c'est que, en fait, j'ai une holding qui elle-même détient une holding qui détient Cosa Vostra, qui détient des bureaux, etc., etc. À chaque fois, il y a des ratios. J'ai pas 100% malheureusement de tout ça, même heureusement, parce que je suis content d'avoir des associés, de partager tout ça. Mais il y a à chaque fois des personnes qui ont quelques pourcents ou pas, etc. Donc, à la fin, moi, je te disais, j'ai pas vraiment une visibilité exacte de ce que j'ai, en fait. Et c'est quand même un peu problématique, quoi. Bon, c'est pas grave, ça m'empêche pas de dormir, mais c'est quand même mieux. Mais surtout, en effet, derrière, j'ai pas cette visibilité sur les fees. Et ça, en revanche, quand t'as un truc aussi complexe, des fees, il y en a partout. Est-ce que tu pourras arriver à un endroit pour me cumuler tous les fees à un endroit et me dire à la fin de l'année, tiens, tu donnes tant, quoi. Parce que tu devrais pouvoir faire un calcul là-dessus assez simple, finalement. C'est un calcul qu'on veut faire, en tout cas. On a commencé par les fonds. Là, on va ajouter les frais d'enveloppe parce que les assurances vie, c'est génial aussi, mais il y a plein de frais qui sont cachés dedans. Et donc, l'idée, c'est d'un peu prendre la pelote et d'aller vraiment la défiler et de tout ressortir pour te montrer de façon très synthétique, voilà, concrètement, tu payes ça et on pense que tu pourrais payer ça. C'est pas la mission, encore une fois, c'est pas notre mission principale, mais c'est le levier le plus simple que tout le monde a à sa disposition. Ouais, et puis là, tu as un modèle économique assez simple, c'est-à-dire que... Alors la problématique, c'est si tu deviens apporteur d'affaires pour ceux à qui tu renvoies, donc quand tu me dis tu payes 100 et tu pourrais payer 50, si ceux chez qui tu vas quand tu payes 50 te filent de manière opaque, il faut que toi tu sois assez clair là-dedans parce que sinon ça marchera pas, quoi. C'est un hyper bon point parce que en fait ce qu'on fait c'est un business de données. Donc, toi, tu n'as pas envie que tes données, elles se retrouvent à droite, à gauche, chez un courtier, chez quelqu'un d'autre. Et donc, ça, on l'a mis au clair assez rapidement et on a dit, nous, notre business model, il est très simple. C'est que Finari est gratuit dans sa version de base. Il y a une version payante qui s'appelle Finari Plus. Et c'est ça, notre business model. En fait, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de vente de données. On ne fait pas d'apport d'affaires aujourd'hui. Et donc, ce qu'on fait même, c'est l'inverse. C'est qu'on tu ne peux pas en faire demain, a priori. Ou en tout cas, pas sur Finari Plus, c'est ça? Pas sur Finari Plus, ouais. Et je préfère faire un modèle où j'aligne mes intérêts avec toi en disant, bah voilà, Mathieu, toi, tu vas payer un abonnement. Moi, je vais te donner un outil de qualité. Tu vas pouvoir l'utiliser. Et après, tu peux prendre tes propres décisions. En tout cas, moi, je suis complètement indépendant.
Ce qu'il faut que tu arrives à faire, qui est quand même magistral sur Dashlane, je sais pas si tu utilises Dashlane, toi, ouais. Un outil équivalent. Comment il s'appelle? Je suis pas sponsorisé. One Password. Hein, donc voilà, j'ai eu Emmanuel Chalit, l'un des fondateurs de Dashlane sur Génération Do It Yourself, et j'adore Dashlane. Je viens de me réengager après 5 ans je crois que j'ai repris 5 ans encore d'ailleurs. Donc un outil de gestion de mots de passe, et il me propose en un clic, c'est une des nouvelles fonctionnalités récentes, mais de changer 70 mots de passe à 70 endroits différents. Alors, la vraie technique, c'est que c'est pas exactement un clic, parce que certains endroits, il y a des validations par texto, par machin, donc il faut quand même que je rentre 2-3 trucs, mais j'ai pas à aller me connecter 70 fois à 70 endroits. Génial. Le truc un peu vertigineux, c'est que je ne connais plus, du coup, puisqu'ils sont tous stockés sur Dashlane, donc je ne connais pas les passwords qui me met nulle part, mais il faut être en confiance. Mais je veux dire, toi, si à un moment, tu es capable de me dire, tu payes 5 000 € de frais par an, je peux te le réduire à 2 000, clique ici. Oh. Ouais, je pense que tout le monde signe. Ouais. Tout le monde signe parce que... Mais là, c'est à combien de temps, toi, tu crois que tu peux faire ça? Là, ce qu'on fait sur les frais, sur les fonds, c'est unique en Europe. Je ne vais pas dire que c'est unique au monde, parce que ça existe déjà un peu aux États-Unis, mais pas sous cette forme, pas aussi exhaustif. Et on va continuer. Donc, je dirais, là, dans l'année, Finari, ça a moins de 6 mois. Donc, le produit que tu vois aujourd'hui, il a moins de 6 mois. On vient de faire une levée et on va accélérer très, très fort. Et donc, ouais, on est à chaque mois, en fait, chaque semaine, on rajoute des nouvelles fonctionnalités. Et cette idée de faire... De toute façon, l'investisseur, il veut quoi? Il veut soit économiser de l'argent, soit en gagner. Et la meilleure façon d'en gagner, c'est déjà de commencer par économiser. Et donc, ça, c'est une mission sur laquelle on travaille à fond. Et dans les prochains mois, il va se passer plein de choses. Il va finir par y avoir une énorme prime à ceux qui, en fait, ne prennent plus de commission, mais prennent des frais fixes. Ouais. C'est ce qui va se passer, comme toi. C'est-à-dire que, finalement, s'il y a un moment, le premier qui shoot sur Finari et qui dit, quand t'arrives, un de tes premiers partenaires qui dit, moi, sur les CPI, sur les machins, sur les trucs, je prends 1 000 € par mois ou 1 000 € par an, enfin, c'est dans le volume de trucs, ou X, et je prends rien de plus et pas en fonction. Finalement, c'est ceux-là qui vont forcément gagner à terme, du coup. Ouais, je pense, parce que faut quand même se poser la question d'où viennent tous ces frais. Ces frais, ils servent souvent à payer des intermédiaires. Soit ils servent à payer la société qui produit le service, soit ils payent un intermédiaire. Parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a peu de gens qui payent pour du conseil. Quand on va voir un CGP, c'est gratuit. Sauf qu'en fait, c'est pas gratuit. Le CGP, il a une rétrocession. CGP, c'est un conseiller en gestion de patrimoine. Il y en a de plus en plus qui fonctionnent aux frais fixes, mais c'est très bien. Est-ce que quand ton conseiller en gestion de patrimoine gagne 2, 3, 4 000 €, enfin selon en plus les années, parce que c'est selon ce qu'il te propose, mais je sais pas moi, est-ce que toi tu es prêt à te dire je vais lui filer 2 000 € par an quand on gagne toi-même 2 ou 3 000, voilà, a priori t'es pas prêt, tu vois. En tout cas, si tu le fais, moi je préfère que tu sois en pleine connaissance de cause. Et ouais. Le problème c'est ça en fait, Mathieu, c'est qu'il y a plein de gens qui ont commencé à tester Finari et ils se sont dit mais attends, mais moi je savais pas que je payais ça, je ne savais littéralement pas. Et donc en fait légalement ces intermédiaires sont obligés de te donner une visibilité totale sur ces frais, mais c'est de la documentation financière, c'est pas très intéressant à lire, c'est pas évident à comprendre, et encore une fois c'est des petits pourcentages, c'est du 1-2%, donc en fait notre cerveau il est pas câblé pour se dire que 1-2% par an ça a un impact monstrueux. Et donc quand on pose la question aux gens, on leur dit mais vous voulez payer ces frais? Ils nous disent évidemment que non, on veut pas, parce que nous on veut pas surpayer quelque chose. Après, payer pour un service, ça c'est complètement différent. Sachant que c'est dur, parce que si je reformule la question, l'hypothèse que je viens de dire, 2-3 000 € par an sur un, c'est pas exclu en fait des conseillers en gestion de patrimoine. Même si tu as un petit patrimoine, tu peux très vite te retrouver avec ce genre de frais, parce que typiquement, si tu achètes un appartement avec un emprunt, etc., enfin, selon les intermédiaires peuvent récupérer des fees sur l'avenir. Donc toi, ça te choque sur le jour même, parce que tu te dis, attends, moi je gagne que ça par mois, et lui il va gagner ça sur un produit qui va me vendre sur très longtemps, mais en fait c'est toi des efforts que tu vas faire sur l'avenir pour le payer entre guillemets. Voilà, l'idée, moi, ce qui est sûr, c'est que je critique pas du tout ce métier, sachant que je prends pas de pincettes. Je sais qu'il y a beaucoup de conseillers en gestion de patrimoine qui écoutent la martingale, et je dois juste dire que je respecte énormément ces métiers à partir du moment où on est transparent, c'est tout, c'est très clair. Exactement. Et comme dans tous les métiers en fait, quoi. Et moi j'ai eu juste une seule expérience il y a très longtemps avec un conseiller en gestion de patrimoine sur lequel j'avais vraiment pas du tout aimé, parce que j'avais pas tout ça. C'est très commercial souvent, ouais. Et encore une fois, on est d'accord, je pense qu'il y a des gens qui font très bien leur travail.
Le fait est que c'est qu'en France, il y a moins de 5% de ces gens-là qui sont indépendants, c'est-à-dire qui ne sont pas rémunérés par les intermédiaires. Ah, c'est ce qu'on appelle un conseiller en gestion de patrimoine indépendant. D'accord. C'est un terme, c'est l'AMF qui le définit, et il faut pouvoir le prouver, et on peut se faire bannir en fait si on n'a pas, si on ne respecte pas la terminologie. Mais bon. J'avais pas compris que le indépendant voulait dire ça, donc, sachant qu'il avait déjà été utilisé une, deux fois sur la martingale. Ok, c'est très clair. Alors, si je dois te dire là comme ça, où est-ce qu'il y a le plus de frais ? Tu me réponds quoi ? Le plus de frais, c'est dans les fonds et les assurances vie, et aussi les SCPI. C'est vraiment si l'auditeur devait vraiment commencer quelque part, il devrait probablement regarder son assurance vie. Il devrait regarder... Et les frais sont à l'entrée et récurrents, c'est ça, en général. Si, par exemple, tu parlais tout à l'heure que tu vas payer quelqu'un dans le futur. Demain, je souscris une assurance vie. Je vais peut-être payer des frais d'entrée pour l'assurance vie, pour les fonds qu'il y a dedans. Donc ça, c'est de l'argent qui est perdu à jamais. Et ensuite, chaque année, je vais payer des frais. Et une partie de ces frais, encore une fois, sur l'assurance vie et les fonds, une partie de ces frais va partir à la société de gestion et l'autre partie va partir à l'intermédiaire qui me les a vendus. Donc, il va gagner chaque année sur mon dos, que ça marche ou que ça marche pas d'ailleurs. Il n'y a pas d'obligation de performance. Et donc, la première chose à faire, c'est de regarder son assurance vie, son PEA, et d'aller enlever les fonds actifs qui, à mon sens... Comment on sait que j'ai un fonds actif ou pas ? On regarde les frais. D'accord. Et ça, on les a sur Finari. En fait. On les a sur Finari. Après, il y a d'autres sites, on peut regarder, mais en fait, c'est un peu compliqué. Il faut aller regarder, il faut prendre l'identifiant du fonds, il faut aller sur un site qui s'appelle Morningstar, par exemple, qui peut donner ça. Morningstar, c'est très bien. Nous, on a voulu synthétiser ça parce que c'est pas quelque chose qui est forcément très intéressant à faire. Et encore une fois, c'est assez difficile de l'expliquer, mais voir le graphique, en fait, qu'on monte sur Finari, c'est hyper parlant. Une fois qu'on voit le graphique, on se dit, OK, là, c'est clair. Je suis en train de perdre 35% de ma performance future dans des frais pour des fonds qui vont pas m'apporter plus qu'une gestion passive. Donc, ça ne sert à rien. Donc, je peux changer. Et on a plein de gens qui nous ont écrit, qui nous ont dit, oui, j'ai changé. J'ai fait des arbitrages. Donc, j'ai vendu un fonds pour acheter un ETF. Et c'est un impact immédiat, en fait. OK, donc fonds versus ETF. J'ai cru comprendre que dans les fonds, si je dis pas de bêtises, alors chaque fonds a un numéro ISIN, c'est bien ça ? ISIN, un code ISIN. Et j'ai cru comprendre, j'en ai déjà parlé ici, mais à chaque fois je demande confirmation tellement ça me semble ouf, qu'il existe pour le même fonds potentiellement plusieurs codes ISIN selon la redistribution notamment et les commissions. Donc tu peux avoir un fonds qui est le même, et si tu l'achètes via un intermédiaire ou via un autre, selon ce qu'il veut se rémunérer, il choisit le fonds A ou le fonds B, c'est ça ? Exactement. Et d'ailleurs, si tu regardes le prospectus, il y a marqué les frais, c'est toujours jusqu'à X%. Parce que, voilà, je dis pas que c'est à la tête du client, mais c'est un peu ça. Et en plus, en finance, c'est plus tu apportes d'argent, plus tu vas bénéficier de bons termes. Et donc, il y a plusieurs classes dans chaque fonds, et donc voilà. Chaque classe a des frais différents. Et donc, quelqu'un qui va apporter un investisseur, une compagnie d'assurance, par exemple, qui va placer 100 millions d'euros, ils vont payer, évidemment, ils vont pas payer les mêmes frais que un particulier qui va placer 5 000 euros sur le même fonds. Donc, on est dans cette période dans laquelle, en fait, il y a 5 ans, 6 ans, c'était le wild total, complètement sauvage. Tout le monde faisait n'importe quoi, j'exagère un peu volontairement, mais parce qu'il y a plein de gens qui faisaient les choses bien, même à cette époque-là, ou qui essayaient en tout cas, mais il y avait une sorte de méga boîte noire. Il y a eu un changement de législation il y a 2-3 ans qui fait que tu es obligé de dire à la fin de l'année les frais que tu as pris. Donc le grand jeu, c'est de dire oui, je te les donne, mais il y a 48 pages écrites en tout petit et bon courage pour trouver les frais qu'il y a dedans. À un moment où il y a des acteurs comme toi, Finari, j'imagine peut-être d'autres, qui viennent dire nous, on n'a même pas besoin de lire ça puisqu'on voit la différence entre la performance et le net début d'année, net fin d'année ou début de mois, fin de mois, peu importe. Et moi, je suis capable de te balancer des frais. Donc là, on va arriver vers une full transparency, c'est ça ? C'est ça. Et je pense que c'est ce que veulent les gens, c'est ce que veulent les investisseurs. Mais même avant d'enregistrer cet épisode, je m'étais pas rendu compte à quel point ça va être un cataclysme, ça. Ça risque de l'être quand même, non ? Ça l'est déjà, en fait. Il y a toute une génération de robo-advisors qui sont lancés et leur test, c'était exactement ça. C'était de dire, aujourd'hui, on peut proposer des produits équivalents à ce qui se fait dans le marché, mais pour beaucoup moins cher. Et donc là, nous, on va juste plus loin et on dit, pourquoi limiter ça à l'assurance vie ? Pourquoi limiter ça à un type d'actif ? Pourquoi pas faire ça, pas mettre ce coup de projecteur sur l'ensemble du patrimoine et au passage, traiter aussi toutes les autres problématiques. Donc, au final, ce qu'on fait, c'est faire le travail peut-être que devrait faire un banquier ou un conseiller,
mais de façon automatique et complètement impartiale. Et je pense que c'est pour ça aussi que ce qu'on fait plaît, c'est parce que nous, on donne juste les faits et c'est impartial, c'est A plus B, c'est mathématique. Et donc ça, c'est quelque chose dans un milieu où, comme tu l'as dit, c'est complexe et en plus, c'est pas toujours très transparent. Bah, ça plaît, ouais, ça résonne. Moi, il me reste un truc là-dedans, c'est le travail autour de ça, entre guillemets. C'est que ce soit mon travail et mon temps à moi ou celui de mon conseiller en gestion de patrimoine, de mon conseiller, peu importe, ça peut être même mon conseiller en banque s'il est très bon, etc. Tous ces travaux méritent ou mon temps d'être payé ou rémunéré. Et moi, j'adore l'automatisation. Alors aujourd'hui, et je te parlais, tu vois, même ma passion pour l'UX, User Experience, donc que vous aviez mis à son paroxysme chez Trainline et que tu travailles à fond chez Finari. À un moment, en fait, je vois qu'il y a quand même une énorme partie des banques, des acteurs de la finance, pas que des banques, hein, qui se font déjà bien tailler des croupières, pour en utiliser une vieille expression, par des nouveaux entrants qui sont très forts en UX. Mais souvent, il faut les payer aussi, ces nouveaux entrants. Et donc, ils automatisent à fond. Mais en fait, moi, de temps en temps, je me dis, mais en effet, je vais avoir mais je me dis, mais fine, en fait, tu vois, ça me va. Si je peux, je sais pas, moi, des trucs un peu cons, mais moi, j'adore automatiser des choses. Me dire, tiens, tu vois, j'ai un ou deux endroits où j'ai 50 € par semaine qui vont se mettre sur du Bitcoin, 50 € sur l'Ethereum. Je vais avoir, tu vois, et tac, 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 où je me dis, tiens, tout cela, comme j'y crois sur le long terme, voilà. Et ça, j'ai pas beaucoup de... Ce qui est compliqué, c'est que même si je peux être un peu blind sur les frais, j'ai pas trop de visibilité, mais j'ai pas beaucoup d'alternatives en fait, tu vois. Donc, je sais pas si tu vas pouvoir m'aider là-dessus, toi, mais. Bah, c'est notre vision. En tout cas, nous, notre vision, c'est vraiment de construire une plateforme d'investissement complète sur laquelle je pourrais acheter et vendre. Ouais, absolument, absolument. Donc, on commence par ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire déjà suivre son patrimoine, c'est la première étape. Ensuite, on l'optimise. Et oui, à terme, sur Finari, tu pourras acheter et vendre. Parce que c'est la suite logique. Et je pense qu'effectivement, comme tu disais tout à l'heure, les bons conseils, bah, ça mérite d'être payé. Et moi, je suis vraiment pour payer le conseil, pour dire, voilà, ça, j'ai passé 1 heure avec toi, c'est 200 € parce que tu es un expert et donc j'ai aucun souci à le faire. Mais passer 1 heure avec toi, tu me dis c'est gratuit et derrière, en fait, tu vas te servir dans ce que moi, je viens d'investir, c'est dommage. Et donc, tu vois, typiquement, les SCPI, c'est un bon exemple. Et ce que fait Hiroko, c'est top. C'est que le frais de souscription des SCPI, qui d'ailleurs, enfin, toutes les SCPI en ont, quasiment toutes, tu vas investir 10 000 € et il y a 10% qui vont partir immédiatement à quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est quand même un peu bizarre. Et donc, une grosse partie de ces frais va juste rémunérer un intermédiaire qui, des fois, a passé 1 heure à te faire la vente. Donc ça, je trouve ça dommage. C'est pas nécessaire. Alors, certaines vont avoir, je pense... full disclosure, mais c'est aussi pour ça que je les avais choisis et que je les aime beaucoup, un de mes anciens sponsors, Atlan Voisin, qui avait, je crois, des frais de souscription de cet ordre-là, mais en tout cas baissé sur tous les frais derrière. Alors peut-être que ça devait être vérifiable chez toi en l'occurrence, mais sur les années, etc., etc. Et donc moi, ils m'avaient assez convaincu sur justement leur attention à la transparence, à leur thèse, etc., etc. Mais en effet, à chaque épisode que je fais sur les CPI, c'est un peu toujours pareil. Je dis que c'est potentiellement un sujet qui paraît chiant de prime abord. En fait, quand tu le regardes comme ça, sous plein d'angles, c'est très intéressant. Et sous celui-là particulièrement. Non, c'est marrant. Alors, ça vaut combien, Finari ? Alors, en plus, pardon. Tu m'as dit c'est gratuit. Ça vaut 120 € par an ou 12 € par mois. Donc, tu as fait le même prix. Généralement, on fait 100 € par an et 12 € par mois. Toi, vous avez choisi de dire... 12 et 100. Ouais, ça nous paraissait joli. Donc, non, mais 12 et 120. 12 et 120, ce qui fait donc forcément l'abonnement. Ah oui, pardon, non, 12 fois 10, excuse-moi. Oui, donc 120, oui, c'est ça. Donc, c'est un peu, c'est quand même moins cher en annuel. Ouais, c'est moins cher en annuel. Tu fais moins cher. Ça se paye en CB, c'est ça ? Ça se paye en CB, ça se paye pas encore en Bitcoin, mais... En prélèvement, faudrait le faire, parce que le CB, le problème, c'est qu'au bout d'un moment, t'as un churn, t'as ta CB qui arrive au bout, et toi, tu vas devoir avoir les gens qui te remettent la CB. Exactement, mais peut-être qu'on pourra ouvrir un compte bancaire sur Finari à un moment, donc... Ouais. Mais moi, je crois beaucoup, tu vois, à l'idée d'une application intégrée. Et ça, on l'a vu chez Capitaine Train, ou chez Trainline, c'est que Capitaine Train, la mission, c'était de vendre un billet de train, point. Il n'y avait pas de... c'était pas de vendre le voyage. Il n'y avait pas de philosophie autre que celle de dire on est les meilleurs pour vendre un billet de train, pour l'échanger, pour régler ton problème si ton train est en retard. Nous, c'est pareil. Nous, on veut être les meilleurs pour t'aider à gérer ton argent. Point barre.
Et donc, je crois beaucoup à l'idée de dire on va mettre ça, on va regrouper plusieurs fonctions sur une plateforme. Et donc, ce que font les banques aujourd'hui avec une technologie qui est très vieillissante, en fait, on peut le refaire pour moins cher, pour mieux. Et du coup, ça démocratise. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on fait concrètement, enfin, l'outil qu'on propose, c'est un outil qui est clairement inspiré de la gestion de fortune. Le problème, c'est que la gestion de fortune, ça porte bien son nom et c'est que accessible à partir de 1, 2, 3, 10 millions d'euros. Nous, on pense que ça devrait pas être le cas. Donc, à partir de, en fait, dès que tu veux t'intéresser. Je pense qu'à 1, 2, 3 millions d'euros, tu as peu d'outils, en tout cas sur les banques privées, qui sont aussi bien que Finari. Hein, je pense. Mais c'est ça qui est Pour en avoir vu certains, ces acteurs-là sont pas très bien outillés. Ouais. Par contre, c'est très humain comme conseil. Là, vraiment, on va personnaliser le conseil à fond. Et d'ailleurs, les banques privées, enfin les gestionnaires de fortune, souvent on paye un forfait. Ouais. Donc ça il y a pas de problème à ce niveau-là. Mais par contre, il y a aussi le problème de l'outillage parce que leur métier c'est pas la tech, c'est le conseil, l'ingénierie financière, l'ingénierie patrimoniale. Le problème, c'est quand tu payes un forfait plus des fees. Et ça, c'est aussi et là, assez fréquent. Là, c'est dur. Là, c'est vraiment dur. Est-ce que tu peux faire quelque chose pour mes auditeurs ? Ouais, je pense qu'on peut faire quelque chose. S'ils viennent avec un code. S'ils viennent avec un code. La martingale ou quelque chose comme par ça. exemple. Tu me diras après ou tu as une idée maintenant ou... Ouais, je pense qu'on peut faire quelque chose. On peut faire l'abonnement annuel à 100 au lieu de 120. Donc 10 euros par mois. Ok. Voilà. Et puis à vie, pas gratuit pour moi. Ouais, à vie. Alors, gratuit pour moi. Non. Mais à vie, en tout cas, on peut faire quelque chose à vie. Ok. Abonnement à vie, tu peux faire. Abonnement, le prix en tout cas est garanti à vie. Ok, je pense que ça c'est cool. faire. Putain, ouais, ça c'est cool. C'est cool. Bah, je vous ai négocié un super truc là, les gars. Cool. Bah, soyez pleins comme ça, il me l'offrira à moi aussi. Cool. Non, mais à ce prix-là, c'est très cool. Je pense qu'il faut le voir comme un investissement. Et d'ailleurs, c'est assez marrant. Il y a beaucoup de gens qui nous ont dit, voilà, moi je paye pas. Enfin, je paye pour Spotify, Netflix, mais j'avais jamais payé pour mes finances. Sauf que je me suis rendu compte que je payais de façon, beaucoup plus de façon détournée. Ouais. Et donc, finalement, je préfère payer de façon très claire, très assumée, mais au moins derrière la valeur que je récupère, elle est énorme. Et je pense que vraiment, rien qu'avec les frais, il y a des gens, et enfin, tu vois, je dis pas ça pour vendre ma soupe. Il y a des gens qui ont économisé sur 30 ans, ils économiseront 100, 200 000 euros. Et c'est pas des gens qui ont des millions. Hein, c'est avec un patrimoine de plusieurs dizaines de milliers d'euros, on est déjà sur des niveaux qui sont juste dingues. Donc l'investissement, je pense qu'il est très rentable. Pour récapituler, tu m'as dit les 3 sur lesquels il fallait faire attention. On a dit PEA. Je pense que le PEA, il faut l'avoir parce que tu peux l'avoir gratuitement en ligne et tu peux mettre des ETF dedans. Donc si vous n'avez pas de PEA, il faut en ouvrir. Hein. Allez-y, tu as cité un acteur tout à l'heure, ils sont très bien. Il y en a d'autres en ligne. Souvent les acteurs full en ligne sont full bien. En ligne. Ça, c'est le premier truc. Deuxième truc, c'est l'assurance vie. Il faut regarder si on n'a pas des fonds actifs. Si on a des fonds actifs, on peut garder des fonds actifs, il n'y a pas de souci, mais il faut en avoir conscience. Il faut aussi avoir conscience que ça va coûter très cher. Et ensuite, le troisième niveau, c'est aussi les frais qu'on va payer sur l'assurance vie en elle-même. Et donc là, il faut regarder aussi si l'enveloppe est chère. Il y a peut-être quelque chose à faire. Alors l'assurance vie, c'est moins simple, puisqu'on peut pas juste... si on la clôture, on perd l'avantage fiscal. Bon, c'est dommage. Je crois que je viens de clôturer mon assurance vie en voulant tout clôturer, mais... Après, ça peut valoir le coup aussi. Ça m'a saoulé, j'arrivais plus à me connecter à leur truc, etc. Voilà, mais tu sais on a quand même vu qu'il y avait un effet de causalité assez fort entre la qualité du site d'un produit financier et la qualité du produit en lui-même. Ouais. Et donc, intéressant ce que tu dis. Oui, mais c'est logique en fait, parce que ça montre, il y a aussi ce côté avoir une tech solide, ça pousse à la transparence, ça pousse à la performance, etc. Et finalement, ça sert le particulier. C'est quoi en fait, je crois que je me rends compte qu'il faudrait que je fasse un épisode sur l'assurance vie. Alors là, il y a plein de gens qui vont me le proposer, mais je pense qu'il y en a beaucoup. C'est boring as fuck, comme on dit en anglais. Hein. C'est vraiment non mais le truc. Alors les SCPI, je me suis passionné du truc et je trouve ça assez cool parce que tu te dis que ça peut être pas mal en fonction de la période de ta vie où est-ce qu'il faut investir, etc., etc. Je crois que vous avez pas mal analysé ça aussi, vous. Hein. On a pas mal regardé. Ouais. Pas que sur les SCPI, mais sur l'immobilier au sens large et où est-ce qu'il faut. Je pense que l'assurance vie, j'en parlais hier avec quelqu'un dont je ne citerai pas le nom, mais il se reconnaîtra, qui est un des acteurs majeurs de l'assurance vie en France, en tout cas en ligne. Et il me disait, nous, ce qu'on veut faire, enfin, peu importe en fait, l'assurance vie, c'est juste une enveloppe. Ce qu'on veut faire, c'est des projets et c'est aider des gens à réaliser ces projets. Et finalement, je pense que je suis assez d'accord. Il faut juste le voir comme une enveloppe fiscale dans laquelle tu peux venir loger quelque chose, des SCPI, des fonds, etc. Et donc, ça peut te permettre d'atteindre tes objectifs. Et c'est pareil, tu peux les choisir comme dans un PEA en fait. Tu peux les choisir comme dans un PEA, donc tu peux
très bien mettre des ETF dans une assurance vie. Et donc ça, c'est... Pourquoi ils compliquent la vie avec des assurances vie, des PEA? Pourquoi il n'y a pas un seul truc dans lequel... Écoute, je pense que c'est pas les mêmes objectifs, mais à un moment, tu te dis, mais finalement... Ouais. Je pense qu'il y a... Bon, ça, c'est un peu philosophique, mais en France, on préfère donner des avantages fiscaux que de baisser les impôts. Et c'est un peu dommage, parce qu'au final, ça complexifie le système. Et nous, il y a régulièrement des gens qui me disent, mais aidez-moi sur mes impôts, parce que c'est presque une peur panique du sujet. À un moment, il y avait des ministres qui avaient la phobie administrative, ça faisait beaucoup rire. Mais je pense qu'au moment de faire notre déclaration d'impôt, on est tous un peu... on se dit tous, mais c'est pas possible que ce soit aussi compliqué. Je suis complètement phobique administratif, moi. Bah voilà, c'est assumé. Mais il y a plein d'enveloppes comme ça, il y a le PER, etc. Mais peut-être un truc qui est très peu connu en France et que je trouve très puissant, c'est le compte titre. Donc typiquement, tu vois, tu parlais de eToro. Donc eToro, c'est un compte titre. Si tu vas sur DeGiro, si tu vas sur Bourse Direct, tu peux ouvrir un compte titre. Et donc, la différence entre le compte titre et le PEA, c'est juste que le compte titre, tu peux acheter toutes les actions que tu veux dans le monde entier. Il n'y a pas de limitation européenne. Tu n'as pas d'avantage fiscal non plus. Tu vas payer la flat tax, 30% sur tes plus-values. Il y a une chose que peu de personnes font, mais je pense qui est très puissante, c'est qu'ils pourraient en fait vendre les positions qui sont en perte en fin d'année. Donc, avant la fin de l'année calendaire, donc avant le 31 décembre, vendre les positions qui sont en perte parce qu'en fait, ils bénéficieront d'un crédit d'impôt sur ces pertes qui sera reportable pendant 10 ans. Ok. Donc très concrètement, j'ai un exemple. Tu as acheté du Facebook dans ton compte titre, t'as fait moins 10%, et bah, tu vas vendre le Facebook le 30 décembre. Le 30 décembre. Tu rachètes le 1er janvier. Alors attention, il faut être sûr que l'opération soit clôturée avant la fin de l'année fiscale, parce qu'en fait, c'est pas au moment où tu vends que l'opération est clôturée. Après, il y a un délai de 3 jours. Bref, c'est très old school, hein, le système des actions. Donc vends le 15 décembre pour être sûr. Et après, tu peux racheter début janvier le même titre. Et en fait, tu auras juste... La seule différence, c'est que tu auras une perte comptable que tu pourras mettre en crédit d'impôt. Et donc, vu que en France, on aime bien défiscaliser, on aime bien baisser les impôts, bah ça, c'est une façon hyper simple de le faire. Et si tu le fais tous les ans, tu les cumules tous les ans. Tu les cumules, en fait. Et... Alors, faut pas perdre 10% tous les ans, parce que alors, a priori, tu gagneras pas non plus à la fin. Mais si ça finit par remonter... en fait, si tu crois au titre, pourquoi pas? Parce qu'au final, tu vas juste loquer ce gain, enfin ce crédit d'impôt. Et ça, tu vois, c'est un exemple. Et il y a plein de petits mécanismes, et ça, c'est un peu ce qu'on veut faire chez Finari. C'est ça, tu peux le savoir, mais la plupart des gens ne le savent pas. Et nous, on veut juste te dire, voilà, il y a cette option, tu peux le faire. Mais moi, ce que je te dirais, c'est que j'aimerais que tu me l'automatises. Ouais, voilà. C'est me dire, ok, bien tiens, sûr. sur tous tes trucs qui perdent, parce que moi, ce qui m'emmerde, c'est, en fait, j'aime bien acheter ces trucs-là. J'aime bien regarder, acheter du Facebook, j'aime bien acheter des bitcoins, j'aime bien faire ces choses-là. Mais en fait, le gérer derrière et me dire, je le vends le 15 décembre pour acheter le 1er janvier, j'y pense pas, et en plus, j'ai pas le temps, quoi. Et donc, c'est ce genre de petites choses qui sont, non, assez marrantes, je trouve. Mais c'est vrai que je suis assez, j'avais déjà été, je te disais, presque pas choqué, mais par la profondeur de cet épisode et de ce que vous faites. Parce que notamment, je me rends compte que certaines banques, certains acteurs traditionnels, en tout cas pas que des banques, des assurances, des tas d'acteurs traditionnels, ont peut-être une tendance à... Tu as parlé de systèmes informatiques vieillissants. Dans l'informatique, on parle de legacy, donc d'héritage, souvent d'un actif, on va dire, informatique qui fait que c'est très compliqué de changer quand on connaît ça. On va te dire, ah maintenant ça je peux pas le faire, etc. Donc beaucoup en interne sur les services IT Internet vont dire, non mais ça nous on peut pas faire comme ils font dans cette start-up, etc. Parce que soit la compliance ça passe pas, donc par rapport à l'autorité des marchés financiers, soit la techno ne permet pas de le faire. Mais en même temps, ils sont obligés par la loi depuis quelques années de toi te donner des accès à des choses chez eux qui toi te permettent de faire ce qu'eux ne peuvent pas faire en fait. Donc ils doivent allouer des ressources, je sais pas si je suis clair dans ce que je dis, allouer des ressources pour te donner un accès à un truc qui vont te permettre de faire un truc qu'eux ne peuvent pas faire. Mais est-ce que c'est pas toi ça qui as la martingale en fait. Ouais, exactement. Mais c'est ça le marché au final. C'est ça et c'est ça qui est bien. T'as clôturé, t'as levé ton là. T'as une place pour moi? J'ai clôturé. Oh, allez. Mais je peux te donner un abonnement peut-être. Ouais, c'est bien, mais je veux un peu plus maintenant. Mais tu l'as bien résumé au final. C'est l'utilisateur qui gagne, et c'est pour ça aussi que des banques très clairement freinent des cas de fer. Et je vais te raconter une anecdote qui est marrante, c'est que on a présenté Finari à plusieurs banques qui trouvaient ça génial et qui ont dit c'est vrai nous on a besoin d'un outil comme ça pour nos clients. Par contre, la partie frais, bah vous l'enlevez parce qu'en fait, c'est notre business. C'est littéralement sur ça qu'on mange. Et donc, quand on me l'a dit, moi, ça m'a fait rire, mais en même temps, je me suis dit, c'est terrible parce que c'est des banques qui ont des millions de clients. Et c'est pas des gens qui sont fortunés, en fait. C'est des gens normaux
qui vont juste prendre 2-3% parce qu'ils comprennent pas le sujet, ils y sont pas intéressés et on leur dit vous inquiétez pas, c'est très bien pour vous, nous on est des gens honnêtes. Et donc ça, c'est vraiment dommage. Et je pense qu'en France, on n'est pas un pays d'investisseurs. On n'est pas comme les Américains où tout le monde investit. Quand c'est la crise, tout le monde perd beaucoup. Et quand c'est comme maintenant, tout le monde gagne. Mais c'est aussi un peu de la faute de ces acteurs, je pense. On l'a vu en 2020 avec finalement c'est un hobby quoi. C'est-à-dire comme il y avait de l'épargne un peu aux États-Unis et qu'ils avaient du temps, ils regardaient du foot, ils regardaient du basket, ils regardaient Netflix et puis ils investissaient. Ils investissaient. Et tu sais, il y avait l'histoire du chèque. Ils ont tous reçu un chèque Et en fait, il y a une bonne partie de ces gens-là qui ont juste investi leur chèque dans du Bitcoin. Je pense que personne ferait ça en France, mais c'est pour te dire le niveau de culture financière. Et donc nous en France, en final, c'est un peu le message de Finari, c'est que c'est pas compliqué de correctement investir. C'est pas compliqué de poser les bases. Tu vois, ouvrir une assurance vie, un PEA, un compte titre, réduire ses frais, c'est pas compliqué. Sauf que il y a assez peu de gens qui le font. Et ça, c'est parce qu'on nous apprend pas ça à l'école. Moi, j'ai fait une école de commerce, on m'a jamais appris à gérer mes finances personnelles. On m'a appris à calculer des prix d'options, de dérivés, des trucs très techniques. C'est sur la martingale qu'on a. Voilà, ça c'est sur la martingale. Voilà. Et donc, mais c'est marrant, tu vois. Tu demandes aujourd'hui à des gens comment vous êtes formés, ils vont dire sur YouTube, sur la martingale. Bien sûr. Et je pense que moi, je suis hyper optimiste en fait sur le niveau des Français en investissement parce que ça fait que monter. Ça fait que monter. Je pense que 2020, ça a été un catalyseur de dingue. Tout le monde s'y est intéressé. Tout le monde s'est dit bon là, il faut que je fasse quelque chose. Et ça va que s'améliorer. Et les outils vont juste devenir de plus en plus puissants. Dans le même genre, je sais pas si tu connais PixPay que j'ai reçu sur Génération Do It Yourself. En fait, dire je vais apprendre par le biais d'une application à mes enfants dès 10 ans avec une carte bleue de la finance personnelle à mettre de côté, à bien gérer son argent, etc. C'est génial. Et en fait, tu te rends compte que moi, je suis au bord de l'argent de poche sur mes enfants qui sont encore assez jeunes. Même mon aînée va avoir 9 ans. Mais elle ne va jamais connaître le liquide. Enfin, elle a du liquide parce que ses grands-parents lui donnent de l'argent, comme tous les grands-parents, mais elle n'a pas encore de compte. Non, elle a peut-être un PEA ou je sais pas, un PE, je sais pas ce que j'ai ouvert d'ailleurs, mais ils vont jamais connaître le liquide. Et donc, du coup, on va pouvoir les aider. Et ce qui était pas mal dans ce qu'il m'a présenté sur PixPay, c'est vraiment le fait de pouvoir dire tiens, si tu mets de côté tant par mois, alors il a des rendements par mois qui sont de l'ordre de 10%. Il me disait mais c'est juste pour leur apprendre parce que si tu mets 1 ou 2%, ils comprennent pas. Mais donc 10%, je lui dis moi je vais investir, je vais me mettre sur PixPay, je vais demander à mes parents s'ils veulent pas me mettre 10% par mois. Non mais voilà, donc tu vois que toutes ces technos sont là pour aller vraiment disrupter, comprendre, rechercher, apporter de la transparence. Nous on a des gens qui sont très jeunes et qui nous disent, qui ont des petits patrimoines et qui nous disent, voilà, moi, mon premier contact avec l'investissement, ça a été le Bitcoin. Ça, c'est dingue quand même. Et il faut savoir que si, quand tu investis dans du Bitcoin, tu as accès à un système financier qui est hyper puissant. Les plateformes un Binance, un Coinbase, en termes du X, en termes du I, en termes de... C'est hyper riche. Alors qu'une plateforme va passer un ordre sur la plateforme de ta banque traditionnelle... Juste un ordre d'achat. Juste un ordre d'achat pour ça fait 30 ans, 40 ans, 50 ans qu'ils font ça. Moi, j'ai dû faire un virement, un investissement que j'ai fait avec mes associés récemment donc en private equity sur une start-up en lancement de quelqu'un que j'adore, qui écoutera peut-être et qui se reconnaîtra. Et il manquait 10 €. Je me suis trompé. C'était pas un compte rond, c'était un compte 10. Il me dit machin. Et là, rien que là, j'ai vu tu sais juste mon truc qui dit putain, il va falloir que je recommence ce calvaire de faire 4 fois le code parce que quand tu es sur des comptes pro en entreprise, tu as des validations dans tous les sens, tu fais littéralement, je pense que pour faire un virement, c'est 12-13 écrans, 3 ou 4 fois le code, enfin c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Et puis ça, c'est quand on t'appelle pas pour te dire est-ce que c'est bien vous, est-ce que vous êtes sûr, et va faire un virement aux États-Unis par exemple en dollars. Mais là, tu as l'impression que tu pars en mission, en fait. Et puis, c'est presque le PDG de la banque qui va t'appeler pour dire vous êtes sûr. Je prends mon compte PayPal. Voilà, ou t'envoies en crypto, mais mais parce que tu disais, c'est la legacy qui tourne derrière. Et donc, je pense que aussi, c'est ça qui va jouer en faveur des investisseurs particuliers et qui va démocratiser la finance, c'est que ça va devenir de plus en plus accessible, de plus en plus simple d'investir et beaucoup moins cher. Donc, et PixPay et toutes les banques pour enfants, d'ailleurs, Card, etc., c'est top. Parce que c'est à ce moment-là qu'il faut pas être obsédé par ça, mais c'est à ce moment-là qu'il faut sensibiliser.
Et je pense qu'on devrait avoir un cours de finances personnelles au lycée, parce que ça me semble être un bon moment pour évoquer le sujet. Au moins au lycée, en tout cas. Au moins au lycée, Top. Mounir Lagoun, on te suit sur LinkedIn? Sur LinkedIn ou sur Twitter. Twitter, t'es actif? Ou sinon, on peut m'envoyer un mail aussi. Tu vois, tu parlais de Capitaine Train. Tout le monde fait du support chez nous, et donc je réponds régulièrement aux mails. C'est quoi c'est hello@finari.eu. hello@finari.eu. Ok, toutes les infos que vous voulez. Vous vous inscrivez, code La Martingale, et puis on te suit sur LinkedIn, sur Twitter, Mounir Lagoun. Alors Lagoun, ça s'écrit L-A-2-G-O-U-N-E. C'est ça. J'ai adoré cet épisode, Mounir. Est-ce que t'as une martingale à toi? Pas vraiment. Travailler dur, c'est pas mal. C'est boring comme réponse. Il y a un investissement qui te plaît quand même particulièrement? Écoute, moi j'aime bien la crypto. Et je pense qu'on n'a pas besoin de chercher des coûts. Quand on a un bon investissement, il faut rester dessus. Et donc je pense que la crypto, et plus particulièrement le Bitcoin, l'Ethereum peut-être, je pense que c'est des bons investissements. Et ça, c'est quelque chose qui est génial. Tu parlais de private equity tout à l'heure. Le private equity, c'est assez difficile d'accès. C'est private par définition. Private equity, l'investissement dans des startups, dans des boîtes jeunes non-cotées, entreprises, voilà. non-cotées, ouais. La crypto, c'est l'inverse. Tout le monde peut aller sur Coinbase, se créer un compte et investir. Et donc, je pense que voilà, ma petite martingale, c'est ça. Et c'est quelque chose que je fais depuis longtemps. Et c'est quelque chose qui est à la fois assez rémunérateur financièrement, mais qui est aussi... Généralement, quand tu fais réagir les gens et quand les gens veulent interdire ce que tu fais, c'est que tu es sur la bonne voie parce que tu es en train de casser un système qui n'est pas très vertueux. Et la finance traditionnelle, elle n'est pas très vertueuse. Je pense que la crypto, tout n'est pas parfait, mais en tout cas, elle rebat un peu les cartes. Et dans les années à venir, c'est sûr en fait que ça sera des actifs. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que et c'est la première fois d'ailleurs, je pense, de l'histoire du capitalisme moderne que c'est les particuliers qui ont pu investir avant les acteurs institutionnels, avant les fortunés. C'est fou, ça. C'est maintenant qu'ils rentrent, les institutionnels. Ouais. Mais les particuliers, ça fait depuis 2013 que n'importe qui peut acheter. Certains particuliers, j'aurais bien Certains aimé. Particuliers, voilà. I wish. Top, je partage ça aussi avec parcimonie, mais il faut y aller, je pense qu'il faut regarder. Puis si on est beaucoup à le faire, ça s'auto-réalisera. Exactement. Évidemment. Et tout à l'heure, tu as dit les virements réguliers. Je pense que d'ailleurs, paradoxalement, c'est bien d'avoir un compte Finari, j'encourage tout le monde à en avoir un, mais c'est bien non plus de ne pas regarder tous les jours. C'est bien de regarder de temps en temps, parce que c'est aussi prouvé scientifiquement que moins on regarde, mieux on se porte, parce qu'on ne va pas paniquer en fait. On va juste laisser couler. Et sur le long terme, encore une fois, si on est sur le bon investissement, si on investit automatiquement, bah, ça va tourner. C'est ça. C'est pour ça que j'aime bien l'automatique. Et l'automatique, en te disant, en fait, ça, c'est de l'argent, entre guillemets. Je peux dire qu'on n'en a pas besoin. Tu peux toujours en avoir besoin. Tu peux t'acheter une meilleure voiture, tu peux te payer des meilleurs restos, tu peux te payer un plus bel appart, etc. Mais si tu arrives à te dire, moi, en fait, j'ai ma vie, elle me plaît, et je peux mettre... encore une fois, moi je te dis, fait quelques temps que je le fais, c'est beaucoup, pas beaucoup, mais enfin, si tu mets 3-4 cryptos, 50 € par semaine, à la fin, je mettais moins au début, mais tu vois, c'est pas forcément le bout du monde, quoi. T'arrives à quelques centaines d'euros par mois, et si tu peux le mettre avec 40 €, ou avec, voilà, celui qui a fait ça avec 20 € de crypto, ou 10 € de crypto par semaine depuis le début, je vais te dire, aujourd'hui, il s'achète 4 maisons à Notting Hill, je pense. Je pense. Cool, merci Mounir. Merci Mathieu. Super épisode. Vous allez tous sur finari.eu. Et puis quand il marchera suffisamment bien, il pourra se payer le .com. Allez, peut-être. J'espère. Si le propriétaire du .com écoute, il peut me contacter. T'as pas essayé de le racheter encore? Si. Combien? Bah en fait c'est des gens qui squattent des domaines, donc qui répondent pas, et je pense que c'est un problème que beaucoup de monde a. Tu peux même pas faire de bid. Si. Alors non, mais il y a d'autres façons de récupérer, okay. Mais surtout en fait nous ça nous allait bien au final parce que nous on a un business européen, on a une éducation européenne, donc pourquoi pas le .eu. Il y a des très belles boîtes en .eu. Ouais, je crois que Alan est en .eu. Donc je crois qu'ils ont récupéré le .com maintenant. Mais maintenant. Après quelques centaines de millions de levées. C'est ça. Merci Mounir, on te suit partout. Merci Mathieu. C'était très clair. Merci à vous.
J'espère que cet épisode vous a plu. Moi, je me régale, je le dis toutes les semaines, alors j'arrête. Mais surtout, je le dis toutes les semaines, mais pas assez. Vous votez pas assez sur Apple Podcast. J'ai besoin de remonter. Je suis remonté récemment avec la martingale devant Génération du Turself, alors que ça fait quand même moins d'écoute, hein, mais sur plein de classements. Donc c'était intéressant de voir ça. Grâce à vous, il faut partager ces épisodes. C'est surtout ça. Vous avez plein de gens qui découvrent encore la martingale. Je crois qu'il y a beaucoup de nouveaux parce que je reçois beaucoup d'emails de certains nouveaux qui m'envoient des mails super sympas. Donc faites participer, faites profiter des nouveaux. 1, 2, 3 potes, vous le faites là maintenant à la fin de l'épisode, celui-là ou un autre, un récent Hiroko ou que sais-je. Mais celui-là est quand même très cool. Vous l'envoyez à 2 potes autour là tout de suite. Vous allez voir, ça va beaucoup m'aider, ça vous coûtera. Vous le faites juste pour être sympa avec moi. Et puis pour remercier Mounière de vous avoir filé un code. Et puis tout le monde sera content. Allez, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Salut. Bye bye. Merci d'avoir écouté La Martingale jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous, de vous abonner à la newsletter sur lamartingale.io et si vous trouvez 5 petites minutes, de mettre une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup pour remonter dans les classements. La Martingale est produit par Cosa Vostra, une agence de conseil tech et créative qui accompagne ses clients dans leur stratégie digitale pour qu'ils gagnent en visibilité, en singularité et en efficacité. Je remercie toutes les équipes pour la production. Je vous retrouve dans 15 jours. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous dis merci.